apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. Je vous amène avec moi à la découverte de profils et de parcours inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Si vous aimez la colle, cet épisode ou tous les épisodes, j'ai besoin de vous. Un like, 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, voilà qui m'aidera grandement, qui aidera la colle à se faire connaître. Allez, c'est parti, nouvel épisode. Chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de la colle. Aujourd'hui, nous allons parler jugement, prise de décision, et nous allons essayer d'explorer comment prendre de meilleures décisions et surtout quels sont les éléments, quels sont les bruits qui nous gênent et qui nous trompent dans ces prises de décision. Et pour ça, invité exceptionnel s'il en est, parce que franchement, si, je vois, vous le voyez pas, mais on est en visio avec Olivier, fait ouais, bon. Moi, c'est un vrai plaisir et un vrai honneur, Olivier, que de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Olivier. Le plaisir est pour moi en tout cas. Bonjour Pierre. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Sibony. Alors, Olivier, vous êtes professeur à HEC, vous êtes passé par l'université d'Oxford. Enfin, vous avez des lettres de noblesse académique, s'il en est. Et en plus de ça, vous avez sorti, il y a de ça quelques semaines maintenant, un ouvrage qui s'appelle Noise, que vous avez rédigé avec Daniel Kahneman, qui a oublié d'être idiot, puisqu'il est quand même prix Nobel d'économie. Oui, il a oublié assez longtemps, oui. Ouais, il est l'inventeur du système 1, enfin, c'est pas l'inventeur, celui qui a mis en avant les logiques de système 1, système 2 sur justement sur les prises de décision aussi et les biais qu'on peut avoir. Puis un troisième de vos co-auteurs est Cass Sunstein, qui est là aussi un des pères du nudge, de ce qu'on appelle le nudge. Il y a un épisode précédent sur le nudge dans la colle. Je vous invite à regarder ça. Je mettrai tout ça dans les descriptions. Avant qu'on aille vraiment sur cette notion de bruit et sur comment aujourd'hui on prend des décisions, est-ce que Daniel, en quelques mots, vous voulez bien vous présenter? Alors moi c'est Olivier, c'est pas Daniel. Ah pardon. J'étais resté sur Daniel Kahneman, mais c'est pour ça. Oui, mais là, je me présente avec plaisir quand même. Donc je m'appelle Olivier Sibony et j'ai commencé, donc vous l'avez dit, par faire HEC et ensuite j'ai travaillé comme consultant chez McKinsey pendant 25 ans. Et depuis 6 ans, je suis prof à HEC, un petit peu à Oxford également, et j'essaye d'écrire des livres et de faire un petit peu de recherche sur la prise de décision stratégique en particulier, et la prise de décision plus généralement, qui sont le sujet auquel je m'intéresse. Alors pour ceux qui auraient loupé des épisodes, quand on parle de cabinet de conseil en stratégie, il y en a 2 qui quand même sont le haut du pavé, que sont le BCG d'une part et McKinsey par ailleurs. Vous auriez dit ça il y a quelques années, je vous aurais repris, je vous aurais dit qu'il n'y en avait qu'un, mais oui, je suis d'accord avec vous. Non, mais tout ça pose un petit peu le débat. La genèse justement de cet ouvrage, c'est quoi l'histoire autour de ce livre ? L'histoire elle est assez simple. Donc moi j'ai quitté le conseil il y a 6 ans, mais quand j'étais chez McKinsey, je m'étais intéressé à l'économie comportementale et à la psychologie comportementale pour essayer d'aider nos clients en fait à prendre des meilleures décisions. Parce qu'une des choses qu'on fait quand on est consultant, c'est qu'on essaye d'aider les gens qui ont des décisions importantes à prendre. Et une des choses qu'on remarque quand on est consultant et qu'on regarde 2 minutes autour de soi,
c'est que quelquefois, des gens qui sont vraiment très très bons et qui ont vraiment toutes les raisons de prendre des bonnes décisions et qui ont toutes les bonnes incitations et qui font de leur mieux et qui se donnent du mal, font quand même des erreurs parfois importantes et souvent ils font des erreurs qu'on voit venir. C'est-à-dire qu'on peut se dire, en étant consultant, en étant sur la touche, on peut se dire mais le joueur là sur le terrain va faire une grosse bêtise. Et c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intrigué. Ouais. Et donc j'avais fait, pour répondre à votre question, c'est un long détour, mais vous voyez l'histoire, j'avais fait appel à des chercheurs, à des gens qui sont des chercheurs en management, qui travaillaient sur ce sujet, dont un qui s'appelle Dan Lovallo, qui avait lui-même collaboré avec Daniel Kahneman. J'aurais pas osé appeler directement Daniel Kahneman quand j'étais consultant chez McKinsey pour lui dire travaillons ensemble. Mais donc Dan Lovallo m'a présenté Daniel Kahneman. On a à l'époque écrit un article ensemble sur la prise de décision dans la Harvard Business Review. Et on s'est bien entendu avec Danny, on est resté en contact. Et quelques années plus tard, Danny s'est intéressé à ce sujet qui est le bruit, dont on va parler, qui est le sujet du livre, Noise. Et il se trouve que je m'y intéressais aussi sous un autre angle et sans avoir compris que c'était de ça qu'il s'agissait. Je vous expliquerai pourquoi quand on parlera de la différence entre le biais et le bruit, mais en gros, on était arrivés séparément au même sujet. Et donc, moi à ce moment-là, je terminais mon doctorat, parce que en quittant McKinsey pour devenir prof, je m'étais dit je vais quand même faire un doctorat, c'est des choses qui se font. Et Danny m'a dit écoute, il n'y aura jamais de livre sur ce sujet, je suis trop vieux, j'ai pas envie d'écrire un deuxième livre, j'ai écrit Système 1, Système 2 qui est un grand succès, mais ça m'a pris 10 ans et c'était un cauchemar et je me suis arraché les cheveux. Donc il n'y aura jamais de livre, n'imagine pas qu'on va en sortir quoi que ce soit. Et je lui ai dit écoute Danny, j'imagine rien, si on en sort un article, ça sera déjà très bien. Et si on n'en sort rien du tout, j'aurais passé du temps à réfléchir avec un des mecs les plus intelligents au monde. Et finalement, pour un gars qui vient de terminer son doctorat, c'est tout ce que je peux espérer. Donc, on a passé comme ça pas loin de 3 ans à travailler, en gros 1 semaine par mois, à échanger des idées, jusqu'au moment où on s'est convaincu qu'il y avait probablement un livre. Et là, on s'est dit, en fait, on s'aperçoit que le sujet est plus vaste que ce qu'on pensait, et qu'on a besoin de quelqu'un qui va nous apporter encore une compétence complémentaire. Danny est un psychologue, il a le prix Nobel d'économie, mais c'est pas un économiste, c'est un psychologue, c'est quelqu'un qui travaille sur le jugement et la prise de décision depuis 60 ans. Moi, je suis donc prof de management, donc j'ai une vision de la manière dont fonctionnent les organisations, et on s'est aperçu que le sujet du bruit, dont on a parlé, avait aussi des ramifications sociétales, des ramifications juridiques, des ramifications philosophiques. Et donc, on s'est dit qu'il y avait un troisième larron idéal pour nous aider dans cette aventure, qui était donc Cass Sunstein, qui est juriste et philosophe à ses moments perdus. Et voilà comment on se retrouve à écrire un livre à 6 mains, ce qui est un peu inhabituel, mais on espère que ça nous permet d'avoir un ensemble de perspectives assez complémentaires. Et je dois dire que c'est très réussi, parce que je le disais juste avant de commencer l'enregistrement, ça fait 5 jours que je passe ma vie avec Olivier, Daniel et Cass. Et ça se lit super facilement, d'une part. Bon, il y a deux, trois passages, honnêtement, faut s'accrocher. C'est un petit peu technique par moment, mais il n'y a pas de difficulté à sauter les passages techniques et à aller chercher les choses pratiques si c'est ce qu'on veut faire. Donc on a essayé de faire un livre qui a plusieurs niveaux de lecture, en fait, où on peut ne lire que les choses pratiques si on nous fait confiance sur parole, et où si on veut comprendre les théories sous-jacentes, on peut aussi y trouver les références qui vont bien. Donc, et surtout, il y a beaucoup d'exemples. Vous avez fait, tout ça est alimenté bien évidemment par des études, par des expérimentations, et donc ça donne l'opportunité d'avoir des histoires de bruit. Mais justement, alors pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, c'est prendre une décision, ok, c'est finalement faire face au moins à 2 choses que sont des biais et des bruits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Je vais essayer. Alors, la manière la plus simple de faire la distinction, de parler d'erreur en général et de faire la distinction entre le biais et le bruit, c'est de prendre un exemple, non pas de jugement, mais de mesure. Et l'exemple tout bête, c'est imaginez que vous montez sur votre balance le matin pour vous peser. Vous savez d'expérience, parce que vous avez comparé votre balance avec un instrument de précision, que votre balance a tendance à être un peu généreuse, vous en êtes probablement pas fâché d'ailleurs, elle vous donne en moyenne 1 kilo de moins que ce que vous pesez. Donc si vous étiez tout à fait honnête avec vous-même, il faudrait que vous rajoutiez 1 kilo à chaque fois que vous vous pesez. Ça, c'est le biais de votre balance, c'est l'erreur moyenne, c'est l'erreur que vous observez sur un ensemble de pesées,
qui va être la même pour un ensemble de personnes différentes et pour toutes les pesées que vous observez. Mais si vous vous pesez 2 fois de suite, le même matin, à 10 secondes d'intervalle, vous montez sur la balance, vous en descendez, vous remontez dessus. À moins que votre balance soit très précise, vous allez vous apercevoir qu'elle ne vous donne pas exactement le même chiffre. Il va y avoir une variation. Donc il y a une autre erreur, une autre composante de l'erreur de mesure, qui n'est pas l'erreur que vous trouvez à chaque fois, mais qui est une erreur aléatoire qui varie à chaque mesure. Ça, c'est le bruit. Et vous voyez sur cet exemple que l'erreur se compose de 2 composantes qui peuvent s'additionner ou qui peuvent se compenser, enfin qui s'additionnent de manière algébrique, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir une qui est négative par rapport à l'autre, mais qui sont 2 composantes de l'erreur. Le biais qui est l'erreur moyenne partagée que vous allez avoir en général, et le bruit qui est l'erreur spécifique à un cas. Maintenant, j'applique ça à un exemple de jugement pour que vous voyez de quoi je parle, et on va prendre un exemple de biais que tout le monde a à l'esprit. Si je dis que dans mes prévisions, j'ai un biais d'optimisme. On sait que sur beaucoup de prévisions, on va avoir un biais optimiste. Supposons que j'ai 10 prévisionnistes dans mon entreprise qui tous doivent dire combien de temps ça va nous prendre de réaliser un projet important pour l'entreprise. On sait, parce qu'on l'a mesuré des tas de fois, que la tendance des gens qui sont impliqués dans un projet va être de sous-estimer le temps nécessaire à faire ce projet. Donc, ils vont avoir tendance, mettons, à dire que le projet va prendre 3 ans, alors qu'en réalité, il va prendre 4 ans. Je dis n'importe quoi, mais leur erreur moyenne va être d'1 an. Ça, c'est un biais. On peut dire que c'est un biais parce que c'est une erreur moyenne partagée. Okay. Mais si je compare mes 10 prévisionnistes, ils disent pas tous exactement 3 ans. Ils sont pas d'accord entre eux. Il y en a qui disent 2 ans et demi, il y en a qui disent 3 ans et demi, il y en a peut-être qui disent 5 ans et qui se trompent de l'autre côté de l'erreur, enfin qui ont une erreur sur ce jugement-ci qui compense le biais moyen. Donc, on a là aussi du biais et du bruit. Le biais, c'est l'erreur moyenne, le bruit, c'est l'erreur aléatoire. C'est tout bête. La raison pour laquelle on a voulu écrire là-dessus, c'est que on est tous très préoccupés par le biais. Quand on nous dit qu'il y a une erreur moyenne quelque part, si on nous dit par exemple que la justice est en moyenne trop laxiste ou que la justice est en moyenne trop sévère, on va trouver que c'est un problème. Si on nous dit que dans une entreprise, on a tendance à faire des prévisions qui sont toujours trop optimistes ou toujours trop pessimistes, on va trouver que c'est un problème. Si on nous dit qu'on a un biais qui défavorise une catégorie particulière de population, par exemple que notre recrutement a un biais sexiste, on va trouver que c'est un problème. Et on aura dans tous ces cas-là absolument raison. Mais ce à quoi on ne prête pas attention, on peut corriger ces biais. Alors on peut éventuellement les corriger quand on en prend conscience. On les a identifiés. Encore faut-il le faire, il ne suffit pas de les identifier, il faut les corriger. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de biais qu'on ne fait pas d'erreur. Je vous donne un exemple tout bête, mais qui va parler à tout le monde. Supposez que vous avez une maladie qui est sous-diagnostiquée, parce qu'on ne prête pas assez d'attention à ses symptômes, on n'a pas suffisamment bien formé les médecins, on l'a découverte il n'y a pas longtemps, les médecins sont allés à l'école il y a longtemps, que sais-je. Il apparaît régulièrement des maladies comme ça qui sont pas suffisamment diagnostiquées. Donc on va avoir un biais de sous-diagnostic. En moyenne, si la maladie est présente dans 10% de la population, je prends des chiffres qui évidemment sont pas les bons, mais c'est parce qu'une maladie qui est présente dans 10% de la population serait pas sous-diagnostiquée. Mais si la maladie est présente chez 10% des patients et qu'on n'a que 5% des médecins, on ne la diagnostique que chez 5% des patients, on est en train de la sous-diagnostiquer. Supposons qu'on fasse une grande campagne d'information auprès des médecins et qu'on arrive à ce que la maladie ne soit plus sous-diagnostiquée, c'est-à-dire qu'on la diagnostique effectivement chez 10% des patients. Victoire! Sauf que si on la diagnostique chez vous qui ne l'avez pas, et qu'on la rate chez moi qui en fait l'est, on a quand même commis 2 erreurs. Il suffit pas que la moyenne soit juste. Il faut que chaque décision soit bonne. Et ce qu'on oublie quand on ne se préoccupe que des biais, c'est que l'erreur aléatoire, qui n'impacte pas la moyenne des erreurs, cause autant d'erreurs sur chaque cas que l'erreur moyenne. Ouais. Et donc, il faut être aussi attentif au bruit qu'au biais. Voilà, en substance, ce qu'on a essayé de dire dans ce livre. On a essayé de parler du bruit, d'expliquer ce que c'est, d'expliquer pourquoi il compte autant dans l'erreur que le biais. On a essayé d'expliquer pourquoi est-ce qu'on y a prêté trop peu d'attention, et surtout, on a essayé d'expliquer comment est-ce qu'on peut essayer de le réduire. Et surtout, il y a toute une première partie où il y a le constat que ce bruit, il est partout. Il est partout, dans tous les domaines. Alors, je vous ai entendu parler dans d'autres interviews du bruit autour de la justice, par exemple, parce que peut-être que cet exemple-là est très bon parce qu'il nous touche tous, parce que ça fait vibrer notre quelque chose sur l'injustice qu'il peut y avoir dans le jugement. Il y a 2 exemples qui nous touchent tous et qu'il est important de distinguer parce qu'ils sont intellectuellement un peu différents. Je vais commencer par l'autre, qui est la médecine. Quand on a 2 médecins qui voient le même patient et qui font un diagnostic différent, il y en a au moins un des 2 qui se trompe. Là, on est en présence d'une erreur.
Au moins, ouais. Au moins, on peut être en présence de 2 erreurs, mais il y en a au moins un des deux qui se trompe parce qu'il y a une bonne réponse. Il y a une vérité du diagnostic auquel on devrait arriver. Donc dans ce cas-là, on voit bien que le bruit, c'est de l'erreur, et que l'erreur, ça peut être aussi du biais, mais que dans l'erreur, il y a généralement du bruit. L'exemple de la justice, il est un petit peu différent, parce que si on a 2 juges qui voient exactement le même procès, et qui disent à la fin, l'un, il faut que ça soit 4 ans de prison, et l'autre qui dit, il faut que ça soit 8 ans de prison, on bondit en disant que c'est une injustice. Mais on ne sait pas lequel des deux a commis une erreur, et on ne le saura jamais. Il n'y a pas de vérité. C'est vrai. Donc en fait, ce qui est intéressant dans le contraste entre ces deux cas, c'est que le bruit est toujours une source d'erreur quand il y a une bonne réponse, mais même quand il n'y a pas de bonne réponse objective, quand on n'a pas de moyen de déterminer quelle est la bonne réponse et donc de dire s'il y a une erreur, le simple fait qu'il y ait du bruit devrait nous inquiéter parce qu'on ne veut pas que la décision soit une loterie. On ne considère pas que la loterie est une manière acceptable de rendre la justice. En général, on peut avoir un avis philosophique différent, mais la plupart d'entre nous ne seraient pas d'accord avec l'idée que la justice soit rendue de manière aléatoire. Or, ce qu'on constate empiriquement, c'est que il y a beaucoup plus d'aléas dans la décision judiciaire, et en fait dans toutes les décisions, c'est pas pour dire du mal des juges, qu'on ne le pense. Alors, je prends quelques données empiriques puisque vous disiez qu'on a cité beaucoup d'études. Ouais. Il y en a une sur la justice qui est particulièrement frappante, qui est conduite aux États-Unis sur 208 juges fédéraux à qui on présente 16 cas de manière schématique. Okay. Donc, on s'attend à ce qu'ils aient des jugements assez proches sur ces 16 cas, et on s'aperçoit qu'il y a des différences colossales entre les juges qui regardent le même cas. En moyenne, le cas moyen sur les 16 cas qu'on regarde, sur les 16 affaires qu'on regarde, est puni de 7 ans de prison. La moyenne des peines qui sont données par les 208 juges est de 7 ans. Si vous prenez 2 juges au hasard, l'écart médian entre ces 2 juges sera d'à peu près 4 ans, un petit peu moins de 4 ans. Ce qui veut dire que dans la moitié des paires de juges... C'est énorme. Ce qui est déjà énorme. Dans la moitié des paires de juges, vous aurez un écart entre ces 2 juges qui sera de plus de 4 ans pour une peine moyenne de 7 ans. C'est-à-dire qu'il y en aura un qui dira 5 ans et l'autre qui dira 9 ans. La différence entre 5 ans et 9 ans de prison, c'est quand même pas rien. Et donc, dans la moitié des cas, la différence va être plus grande que ça. En pratique, on ne fait jamais cette expérience. En pratique, on n'a jamais affaire qu'à un seul juge ou à un seul ensemble de juges qui décident collégialement, mais on verra les périls de la décision collégiale quand on parlera des manières de réduire le bruit. Donc, on ne fait jamais cette expérience en vrai de se dire quel est le contrefactuel, qu'est-ce qui serait passé si on avait eu affaire à un autre juge. Et en fait, ce que font ces études qu'on appelle des audits de bruit, c'est qu'elles vous disent là où vous avez une décision et où vous avez tendance naturellement à penser que cette décision est la meilleure possible, réalisez à quel point la décision aurait pu être différente si elle avait été prise par quelqu'un d'autre ou même si elle avait été prise par la même personne à un autre moment. Donc, voilà l'ampleur des écarts dont on parle. Ils peuvent être tout à fait spectaculaires. C'est pour ça qu'en fait, on dit partout où il y a du jugement, il y a du bruit, et beaucoup plus qu'on ne le pense. Et justement, vous l'évoquiez, vous avez fait un audit de bruit pour une compagnie d'assurance. Alors déjà, qu'est-ce qu'un audit de bruit ? Et sur cette fameuse compagnie d'assurance, qu'est-ce que ça a donné ? Alors l'audit de bruit, ce qu'on appelle l'audit de bruit, c'est une étude qui reproduit le genre de mécanisme dont je viens de vous parler à propos de l'étude des juges. C'est-à-dire qu'on soumet indépendamment les mêmes affaires à un ensemble de gens différents qui tous auraient pu être confrontés à cette affaire, mais qui en pratique n'en verraient qu'une à la fois. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de la compagnie d'assurance, on a un département souscription où les souscripteurs vont fixer le prix des polices d'assurance. Alors pas quand vous venez assurer votre Renault Clio, mais quand vous devez assurer une usine contre le risque d'incendie, une banque contre le risque de fraude, enfin des risques un peu complexes. En pratique, vous arrivez avec une demande et le souscripteur qui est disponible va traiter cette demande et il va vous dire la police d'assurance pour vous coûtera 100 000 $. Et on fait l'hypothèse, comme il parle au nom de la compagnie, que si vous étiez tombé un autre jour sur un autre souscripteur, vous auriez eu un chiffre qui n'aurait pas été très différent. Quand on demande aux dirigeants de la compagnie d'assurance, à votre avis, si on prend 2 souscripteurs au hasard et qu'on leur soumet le même dossier, combien on va trouver d'écart ? Ils vous disent, écoutez, oui, on s'attend évidemment pas à ce que ça soit exactement le même chiffre, c'est pas des machines, ça reste du jugement. Oui. Donc on s'attend quand même à ce qu'il y ait une petite différence. Allez, 10%, ça serait tolérable. À la louche. À la louche. C'est amusant d'ailleurs, parce que quand on pose cette question à quelques centaines de dirigeants dans une conférence, par exemple, la réponse moyenne, c'est toujours 10%. 10%, c'est la marge d'erreur acceptable. C'est acceptable, ouais, c'est la marge d'erreur acceptable. En pratique, dans la compagnie d'assurance, quand on fait l'expérience, quand on fait l'audit de bruit, on trouve que l'écart est plus
beaucoup plus important que ça, il est de 55%. C'est-à-dire que l'écart médian entre deux souscripteurs qui regardent le même dossier, qui fixent le prix de la même chose, va être de 55%. 5 fois plus que ce qu'il y a. 5 fois plus que ce qu'on pensait. Ça illustre bien le problème du bruit. Le problème du bruit n'est pas qu'il y ait de la variabilité dans les jugements. Par définition, il y a toujours de la variabilité dans les jugements. S'il n'y avait pas de variabilité, on ne dirait pas que c'est une question de jugement. Quand je vous demande combien font 6 fois 8, je m'attends à ce que vous ayez la même réponse que moi. Ouais. C'est pas une question, on ne dit pas que c'est une question de jugement, c'est une question de fait. Quand on demande quelle est la probabilité qu'il pleuve demain, ou combien devrions-nous facturer pour cette police d'assurance, ou à combien d'années de prison est-ce qu'on doit condamner cette personne, là c'est une question de jugement et on s'attend à de la variabilité. Mais cette variabilité, on s'attend à ce qu'elle soit modérée, elle est en fait beaucoup plus grande qu'on ne le croit, et on n'en a pas du tout conscience jusqu'au moment où on fait un audit de bruit. Il y a une phrase que j'adore dans le livre qui dit « Dire que l'avenir est imprévisible n'est certes pas une percée conceptuelle, mais l'évidence de cette observation n'a d'égal que la constance avec laquelle elle est ignorée. » Et c'est une réalité, c'est-à-dire que quelque part, on sait tous que ce bruit est là. De vous à moi, en lisant quand même on parlait des juges, savoir que la météo ou le résultat du match de foot de la veille peut influer, voire le moment où le jugement se fait peut influer sur la décision, ça pose des vrais problèmes d'équité, derrière de crédibilité d'un système. Donc quelque part, je suis persuadé qu'on a tous un peu conscience, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est pas une problématique qui est traitée par ceux qui sont en charge du jugement de manière générale, de la prise de décision. Vous dites qu'on en a conscience. On en a conscience sur le principe, mais on n'a pas conscience de l'ampleur du problème. Ouais. Et la raison pour laquelle on a pris énormément d'exemples dans ce livre, c'est que quand vous dites à des gens quand il y a jugement, il y a variabilité, ils vous disent bah oui, c'est tautologique, on le sait bien. C'est comme de dire que l'avenir est imprévisible, on le sait bien. Ce qu'on ne réalise pas, c'est à quel point il y a variabilité. On ne réalise pas que, vous donniez cet exemple, le temps qu'il fait ou la fatigue qu'on éprouve à la fin de la journée peuvent influer de manière considérable sur le jugement. Vous avez donné les exemples des juges, c'est vrai aussi des médecins. Les médecins vont par exemple prescrire beaucoup moins de médecine préventive, beaucoup moins par exemple de dépistage du cancer, beaucoup moins de vaccins l'après-midi que le matin. Parce qu'ils sont fatigués et des choses qui sont un petit peu longues, un petit peu difficiles à expliquer, vont avoir tendance à passer à la trappe. Inversement, si vous voulez vous faire prescrire des opioïdes par un médecin américain, il vaut mieux venir l'après-midi que le matin. L'après-midi, ils vont prescrire plus d'opioïdes, alors que le matin, ils auraient peut-être pris le temps d'étudier, de résister un petit peu à un patient qui demande des opioïdes. Ok, c'est bon à savoir. Il n'y a pas de raison particulière que les patients qui viennent l'après-midi soient en plus grande souffrance que ceux qui viennent le matin, ni que ceux qui viennent le matin aient plus besoin qu'on leur fasse un dépistage du cancer que ceux qui viennent l'après-midi, et pourtant on observe ces patterns. Donc, il y a dans nos décisions, dans nos jugements, une variabilité beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Bien sûr, aucun médecin ne pense que l'heure de la journée ou la température extérieure influe sur ses décisions. Aucun juge ne pense que le match de foot de la veille influe sur ses décisions. On en est conscient sur le principe, mais on n'en est jamais conscient quand c'est nos décisions à nous. Vous donnez 3 typologies de bruit. Alors, le premier, c'est le bruit que vous appelez bruit de niveau, qui en gros dit, on sait que certains juges, par exemple, sont plus sévères que d'autres. Ok, dont acte. Il y a le bruit occasionnel dont on parlait un petit peu, c'est-à-dire que le jour 1 n'est pas le jour 2 et on peut s'attendre à ce qu'il y ait une différence. Et puis après, il y a un troisième, c'est là où j'aimerais vous entendre sur un bruit que vous appelez le bruit de pattern. Oui, alors là aussi, la meilleure manière d'en parler, c'est de prendre un exemple. On va en prendre un autre pour changer un peu. Je suis prof, ça tombe bien, je suis prof, et je dois noter des copies. Alors, la première source d'écart, vous l'avez dit, c'est ce qu'on appelle le bruit de niveau. Si Olivier est un prof qui note sec et que Pierre est un prof qui note généreux, en moyenne, le paquet de copies noté par Olivier va être noté 12 sur 20, alors que le paquet de copies noté par Pierre va être noté 14 sur 20. Bon, ça, c'est une première source d'écart. Je suis plus sympa à la base. Ouais, je pense. C'est l'écart de niveau moyen. Et celui-là, il est relativement facile à corriger. On peut, par exemple, si Olivier et Pierre travaillent dans la même école, on peut leur dire
écoutez les gars, on veut que la moyenne de vos copies, elle soit à 11 pour tout le monde, parce que c'est la norme dans cette école, donc on réajustera le niveau de vos notes pour ça. C'est un peu ce qui se fait sur les concours d'ailleurs. Ce qui se fait sur les concours, ce qui se fait sur beaucoup de choses. Celui-là est facile à corriger. Le deuxième qu'on voyait à propos des médecins ou des juges il y a un instant, c'est le fait que si Olivier corrige une copie en fin de journée, que c'est la dernière copie de la journée, qu'il la lit un peu en diagonale parce qu'il est fatigué et que le téléphone ça me sonne à ce moment-là, eh ben il va être un petit peu plus inattentif, il va peut-être passer à côté des bonnes choses qu'il y a dans cette copie, ou peut-être passer à côté des mauvaises, donc il va pas noter cette copie de la même manière qu'il l'aurait noté à un autre moment de la journée. Le troisième, qui est le plus intéressant et en fait le plus important, est aussi le plus compliqué à expliquer. Le fameux bruit de pattern. Le fameux bruit de pattern. La manière simple de l'expliquer, c'est de se dire, supposons qu'on fait un audit de bruit et que donc Pierre et Olivier notent le même paquet de copies, séparément sans voir la note que donne l'autre, bien sûr. Donc on l'a dit, il va y avoir un bruit de niveau. Il va aussi y avoir un bruit occasionnel, sauf qu'on ne pourra pas le mesurer parce que Olivier n'a noté chaque copie qu'une fois et Pierre n'a noté chaque copie qu'une fois. Donc le bruit occasionnel, il est caché. En revanche, on peut voir une chose, c'est que, en dehors du fait que notre moyenne des notes n'est pas la même, les copies qu'on préfère sont pas les mêmes. C'est-à-dire que si on classe nos copies de la meilleure à la moins bonne, vous et moi, notre classement ne sera pas le même. Parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. On n'est pas sensible aux mêmes choses. Peut-être que pour vous, la meilleure copie, c'est une copie qui brille par l'élégance de son style, la clarté de son expression et la précision des idées, et que pour moi, c'est une copie qui brille par la mémorisation des données, la pureté de la structure et la qualité d'un raisonnement mathématique. Vous voyez, on peut avoir des critères qui sont complètement différents, en étant conscient ou en étant pas conscient, peu importe, qui vont faire que le pattern de nos jugements va être différent. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le bruit de pattern. Ce qui est intéressant dans le bruit de pattern, c'est qu'il reflète en fait nos goûts, nos personnalités, notre individualité. C'est en fait ce qu'on a de plus précieux d'une certaine manière. C'est notre expression dans le jugement qu'on va retrouver dans le bruit de pattern. Et on y est très attaché. C'est-à-dire que si vous me dites « Olivier, tu devrais noter exactement comme Pierre sur les mêmes critères que Pierre », ma réaction va être de dire « Vous n'avez qu'à demander à Pierre. Moi, je vais vous donner mon jugement à moi. » C'est bon, j'en ai trop des copies, c'est pas la peine. Si vous me demandez mon jugement à moi, c'est pour avoir mon jugement à moi. Le problème de ce raisonnement qu'on fait tous, c'est que quand on juge au nom d'une organisation, au nom d'une institution, on devrait être en train d'appliquer les mêmes critères. On devrait être en train d'avoir à peu près les mêmes goûts. On devrait être en train d'essayer d'avoir des jugements qui reflètent moins notre individualité et notre personnalité que les critères de l'institution. Mais on va y arriver avec l'hygiène de la décision. On va y arriver. Avant ça, il y a une question qu'on peut se poser, qui est posée typiquement dans le livre, qui est l'intelligence du nombre ou l'intelligence de la foule. Il y a un podcast, une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Fouloscopie, que je recommande à tout le monde, et notamment il y a un épisode sur la foule chante juste. Alors, vous voyez, là il y a un vrai jugement sur le fait que ça chante juste parce que la foule peut avoir raison. Ou en tout cas, on peut se poser la question. C'est-à-dire que typiquement, si on reprend l'exemple des copies, si on la faisait corriger par 1000 correcteurs, est-ce qu'on arriverait à un jugement plus juste ? Plus juste, ça dépend de ce qu'on appelle la justesse pour la valeur d'une copie. Ça, ça restera toujours un jugement subjectif, mais on aura réduit le bruit, c'est sûr, c'est garanti. On l'aura même réduit, on peut savoir exactement de combien on l'aura réduit, parce qu'on va le réduire dans des proportions qui sont la racine carrée du nombre de personnes qu'on a. Donc si on a... il n'y a même pas besoin d'avoir 1000 correcteurs, d'ailleurs ça coûterait très cher, pour réduire considérablement le bruit dans la notation des copies. Prenons un exemple où on connaît la vérité. Prenons par exemple un exemple de prévision, ou un exemple d'estimation. Tous les exemples de sagesse des foules dont vous parlez s'illustre particulièrement bien sur des tâches d'estimation. L'exemple classique que tout prof peut faire avec une classe d'étudiants qu'il a en face de lui, c'est de prendre une grande jarre transparente et de la remplir de M&M's, d'avoir au préalable compté le nombre de M&M's qui sont dans la grande jarre, ce qui est un petit peu laborieux, je l'ai fait un paquet de fois. Avant mais ça se prépare un cours, hein. Ouais, ça se prépare. Avant, je sous-traitais ça à mes enfants, mais maintenant ils sont un peu grands, ça les intéresse plus trop de compter les M&M's.
Donc, vous mettez la jarre en face de vos élèves et vous leur dites, à vue de nez, combien il y a de M&M's là-dedans. Ils vous disent tous qu'ils en ont aucune idée, ils se trompent tous dans les grandes largeurs, mais quand vous prenez la moyenne des réponses de la classe, vous tombez miraculeusement près de la bonne réponse. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de raison particulière qu'il y ait un biais, il n'y a pas de raison qu'il y ait une erreur partagée, vous leur avez pas donné d'indication particulière qui aurait tendance à les biaiser. En revanche, il y a beaucoup de bruit, c'est-à-dire qu'il y a une erreur aléatoire de chaque élève de votre classe qui essaye de faire l'estimation. Et comme la moyenne corrige les erreurs aléatoires et les réduit dans une proportion qui est donc la racine carrée du nombre de personnes dont on prend la moyenne, vous allez considérablement réduire cette erreur avec le nombre de personnes qui répondent, et donc vous allez tomber miraculeusement proche du bon chiffre. Ça, c'est ce que Francis Galton avait observé au début du siècle dernier, en faisant cette expérience-là avec des fermiers à qui il demandait d'estimer le poids d'un bœuf de foire, et qui tombait en moyenne miraculeusement juste. Ce qui fonctionne dans cette histoire, ce qui fait que ça fonctionne, ce genre de tâche d'estimation, c'est deux choses. C'est pas le simple fait que vous ayez beaucoup de gens. C'est le fait d'abord que vous ayez beaucoup de gens qui ne se parlent pas, qui ne se consultent pas et qui n'ont pas de biais partagés. Il n'y a pas de cascade de bruit ou cascade informationnelle. Il n'y a pas de contagion des uns par les autres. Parce que quand on parle de sagesse des foules, on vous répond tout de suite, et on a raison, mais attendez, les foules ne sont pas sages, les foules sont folles. Si les foules étaient sages, ça se saurait. Les foules sont capables d'avoir des mouvements de foule, les foules sont capables de suivre des dictateurs, les foules sont capables de créer des bulles à la bourse. Donc les foules font des tas de choses stupides. Avant de parler de la sagesse des foules, il faut expliquer les conditions de la sagesse des foules. Donc c'est pas les foules, pour être précis, qui sont sages, ce sont les groupes statistiques, ce sont les groupes de gens indépendants les uns des autres dont on fait une agrégation statistique. Appeler ça une foule est une approximation qu'on fait par abus de langage. Exactement. Mais en réalité, ce sont les groupes statistiques qui ont une certaine sagesse. Et c'est la deuxième condition, ils ont cette sagesse s'ils n'ont pas de biais partagés. Si vous prenez un groupe de gens qui ont une raison particulière de tous penser la même chose, ils vont tous se tromper. Vous annulerez certes le bruit dans leur jugement, mais il restera le biais, et le biais sera important. Si par exemple vous demandez à un groupe de gens d'estimer en moyenne, pour prendre un exemple sur lequel on sait qu'il y a un biais, le pourcentage d'immigrés qui vivent en France, vous allez avoir en moyenne une réponse qui est très supérieure à la réalité, parce que les gens, à force d'entendre parler de l'immigration en France, surestiment considérablement la proportion d'immigrés dans notre pays. Donc, le bruit aura disparu, c'est-à-dire que la personne qui vous dit 30%, qui se trompe dans les grandes largeurs, évidemment, aura été moyennée avec la personne qui dit 5%, et donc on sera arrivé à un chiffre qui sera plus proche de la réalité, mais on restera éloigné de la réalité parce que l'erreur partagée, le biais, sera toujours là. Donc, pour que les foules soient sages, il faut que ça soit pas réellement des foules, mais plutôt des groupes statistiques qui ne se parlent pas les uns aux autres, et dont on prend la moyenne, dont on agrège les jugements par une autre méthode, et ensuite, il faut qu'elles aient pas de biais partagés. C'est quand même deux conditions qui ne sont pas toujours réunies. Ok, donc c'est un début de quelque chose. Il y a une autre piste qui est de dire, puisque tout ça, finalement, est fondamentalement humain, qu'est-ce qui se passe si on élimine l'humain de l'équation ? Alors, c'est très simple. Quand on dit partout où il y a du jugement, il y a du bruit, la contraposée, c'est que si vous voulez qu'il n'y ait pas de bruit, il faut éliminer le jugement. On dit la même chose de deux manières. Donc, si vous voulez qu'il n'y ait pas de bruit du tout, il n'y a qu'une seule solution, c'est de remplacer le jugement humain par une règle, une formule, un algorithme, une machine, que sais-je. On le fait dans des tas de domaines. Alors dès que je dis algorithme, je vois les oreilles qui se dressent, je vois la crainte de la machine qui prend le pas sur l'homme. C'est Terminator. C'est Terminator, je vois la peur en partie justifiée du biais algorithmique, je vois les rapports de la CNIL et de la Commission Villani qui nous disent qu'il faut que l'homme garde la main, je vois les directives de la Commission européenne qui nous disent qu'il faut se méfier des algorithmes et de leurs biais et qu'il faut les réguler. Tout ça est tout à fait juste, mais... il y a un mais, tout ça a tendance à supposer un peu vite que l'alternative, c'est-à-dire le jugement humain, est une benchmark, est un étalon par rapport auquel il faut se comparer. Malheureusement, ce qu'on établit dans Noise et que beaucoup d'autres travaux ont établi avant nous, c'est que le jugement humain est loin d'être parfait. Et que si on doit critiquer les algorithmes, et on doit les critiquer, il faut les critiquer par rapport à l'alternative, qui est d'avoir affaire à un jugement humain.
Pourquoi est-ce que c'est important de faire cette comparaison? Parce que quand on parle du biais algorithmique, on a raison de dire que les algorithmes peuvent avoir des biais. Il y a des tas d'exemples. Mais quand on parle du biais algorithmique, on oublie de dire que les humains ont des biais aussi, ça peut arriver, mais surtout, on oublie de dire que les humains ont toujours du bruit et que les algorithmes n'en ont pas. La grande vertu des algorithmes, c'est que, pour biaisés qu'ils puissent être, ils le sont toujours de la même manière. L'algorithme n'a pas... une certaine constance, oui. Il est constant, l'algorithme. Il n'y a pas des après-midi où il est fatigué et des matins où il est en pleine forme. Ouais. Il n'y a pas un algorithme qui note sympa et un algorithme qui note sec. C'est le même algorithme pour tout le monde. Donc, on peut dire qu'il se trompe parce qu'il a des biais, et c'est sûr, et à ce moment-là, il faut les corriger, mais enfin, son avantage est de ne pas avoir de bruit. Donc, il faut considérer la possibilité, pour les décisions où c'est possible, d'avoir recours à des algorithmes. Ayant dit cela, et je viens tout de suite au point le plus... Je viens enfin au point le plus important, notre point de vue dans Noise n'est pas de dire « l'homme est une machine imparfaite, remplaçons-le par une machine ». Si c'était pour dire ça, on aurait fait beaucoup plus court. Et on aurait juste dit « il y a du bruit, éliminons les humains ». Il y a des tas de gens qui s'en chargent, vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Notre propos est plutôt de dire « il va y avoir des tas de décisions qui vont devenir algorithmiques, tant mieux ou tant pis, c'est pas notre problème ». Il va surtout y avoir des tas de décisions qui vont rester humaines, pour des bonnes raisons ou pour des mauvaises raisons, peu importe, mais toutes ces décisions-là, on a intérêt à ce qu'elles soient bien meilleures qu'elles ne sont aujourd'hui. Et donc notre propos, c'est d'essayer d'aider les décideurs humains à avoir un peu moins de bruit dans leurs décisions, ou pour le dire autrement, à ne pas devenir des machines, parce que personne ne veut devenir une machine, mais à adopter un petit peu de ce qui fait la supériorité de la machine, c'est-à-dire la constance, la discipline, la régularité, la prévisibilité, l'absence de bruit. Sachant que y a déjà des exemples qui existent, typiquement sur les scorings de crédit. Enfin, si on va demander un crédit à sa banque, on passe au crible d'un algorithme qui analyse les données de notre situation. Après, ok, il y a des commissions d'arbitrage au sein de la banque, mais le premier niveau de décision, il est bien mécanique. Alors, il y en a ou il y en a pas. Pour un crédit simple aujourd'hui, un petit crédit à la consommation, il y a un algorithme et c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'avoir une décision humaine derrière. Et d'ailleurs, comparez ça avec ce qu'on faisait il y a 50 ans, où si vous vouliez un petit crédit, il fallait que vous alliez à votre banque, et votre banquier avait un entretien avec vous et décidait si Pierre était une personne digne de confiance, qui avait la personnalité, les valeurs qui permettaient de faire confiance à Pierre pour rembourser son crédit. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait scandaleux. On y verrait une mine de biais, de favoritisme, de biais peut-être sexistes, peut-être racistes, que sais-je. Donc on trouve très bien qu'une décision comme ça soit devenue plus objective. On est tous contre l'automatisation et contre la perte d'humanité, mais on est tous pour l'objectivité. Et il n'y a rien de plus objectif qu'une formule. Encore une fois, mon propos... Avec toute la froideur que ça peut avoir. Avec la froideur que ça a nécessairement. C'est pour ça que mon propos n'est pas de dire qu'il faut remplacer tous les jugements par des formules, loin s'en faut. Mon propos est de dire que si on arrivait à rendre nos jugements un petit peu moins borité, si on peut dire, à avoir un petit peu moins de variabilité dans nos jugements, eh ben ça serait mieux. Et justement, on arrive sur cette fameuse hygiène de la décision. Comment est-ce que finalement on tourne, on fait baisser ce fameux bruit? Est-ce qu'on peut l'éliminer complètement? Ça me semble difficile, en tout cas. Il y a toujours un bruit de fond, c'est le cas de le dire. Oui. Mais voilà, quelles sont les pistes? Alors moi j'en ai noté 4, mais il y en a peut-être plus. Il y en a un certain nombre, et on essaye de donner pas mal de pistes pratiques pour aider les gens à prendre des décisions un petit peu plus disciplinées. La première et la plus évidente, c'est de structurer sa décision. Enfin, c'est la plus structurante, justement, si on peut dire. C'est-à-dire de se dire quels sont les critères sur lesquels je veux prendre ma décision, et comment est-ce que je vais m'organiser pour prendre cette décision. Si je reprends mon exemple de la notation d'une copie, c'est ce que vous faites quand vous fixez un barème. Je disais tout à l'heure, on ne va pas forcément avoir les mêmes critères pour évaluer les copies. Ce qu'on fait normalement quand on est plusieurs à évaluer des copies, ou quand on n'est pas plusieurs mais qu'on veut avoir une certaine harmonisation, c'est qu'on définit un barème, on dit sur les 20 points de la note, il va y en avoir 3 qui sont pour ça, 5 qui sont pour ça,
Et normalement, on devrait être capable de dire, pour avoir 5 points sur ce critère, voilà ce qu'il faut, pour en avoir 4, voilà ce qu'il faut. Et on va constater que si on a structuré la décision de cette manière-là, si on a décomposé la décision en éléments indépendants les uns des autres, et si on est capable d'évaluer ces éléments indépendamment les uns des autres, on va avoir moins de variabilité d'une personne à l'autre, et moins de variabilité d'un moment à l'autre chez la même personne, donc moins de bruit. Exemple plus important, sans doute que l'évaluation des copies, vous devez faire du recrutement. Il n'y a rien de plus dur. Il n'y a rien de plus dur. Normalement, vous allez faire une description de poste. Vous allez dire, la personne que je vais recruter doit avoir les compétences suivantes, doit avoir telle caractéristique de personnalité, doit avoir telle caractéristique d'expérience, etc. Si vous avez suffisamment bien fait votre définition de poste, vous allez réduire les écarts de jugement entre 2 personnes qui interviewent le même candidat ou la même candidate. Petite subtilité, quand on structure un jugement, on va le décomposer en éléments qui sont différents les uns des autres. Notre capacité à traiter séparément des éléments séparés sur la même décision est limitée. Si vous me faites rencontrer un candidat dans un entretien et que vous me demandez d'évaluer sa compatibilité avec la culture de l'entreprise et ses compétences techniques, ce sont 2 choses qui en théorie sont complètement séparées, mais si j'ai trouvé le candidat très sympathique, s'il me plaît beaucoup, je vais avoir tendance à lui donner une bonne note sur la compatibilité avec les valeurs de l'entreprise et une bonne note sur les compétences techniques, même si en réalité il n'était pas si impressionnant que ça. Et inversement, s'il m'a fait une mauvaise impression globale, je vais avoir tendance à lui donner une mauvaise note sur tout. Donc si vous voulez qu'une décision structurée soit vraiment structurée, vous devez essayer de faire en sorte que les composantes de la décision puissent être évaluées aussi indépendamment les unes des autres que possible. Ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la sagesse des foules, qui est que les individus doivent être indépendants les uns des autres, est vrai aussi des composantes du jugement. Les composantes du jugement doivent être indépendantes les unes des autres. Donc dans mon exemple de recrutement, par exemple, si je voulais évaluer les compétences techniques de la personne à qui j'ai affaire, le mieux serait qu'on ait 2 intervieweurs séparés, un qui est chargé d'évaluer le fit avec la culture de l'entreprise, et l'autre qui est chargé d'évaluer les compétences techniques. Ou, mieux encore, que pour évaluer les compétences techniques, on ait affaire à un test qui n'est pas réalisé pendant un entretien, et qui est évalué séparément par une personne qui évalue la technicité que révèle ce test, et qui n'a pas rencontré la personne en entretien. Comme ça, on est sûr d'avoir une note réellement indépendante. Et puis, l'indépendance et la séparation, elle tient aussi... c'est tout, effectivement, le process de jugement. Parce que, typiquement, si Olivier, c'est un exemple que vous avez donné, je crois, dans une interview, mais vous me tendez le dossier du candidat... et en fonction du ton que vous allez utiliser, des mots que vous allez utiliser, sans même me dire « celui-là, je l'adore », mais si vous me dites « vois-le vite », bah déjà ça va créer du bruit, là aussi, finalement inconscient. Déjà, volontairement ou pas, ça peut être tout à fait intentionnel, mais volontairement ou pas, je vous ai influencé. Et inversement, si je vous dis tiens, il y a un CV là, vois si tu as le temps de le voir, bah, je vous ai fait comprendre qu'en fait, je le trouve pas génial. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur la sagesse des foules s'applique ici aussi. Si vous voulez que ça serve à quelque chose d'avoir plusieurs personnes qui voient un candidat, assurez-vous que ces personnes ne communiquent pas entre elles avant d'avoir écrit leurs évaluations du candidat. Ensuite, faites la moyenne de leurs appréciations, et à ce moment-là, discutez-en. Mais ce que font la plupart des organisations quand elles ont à prendre une décision collégiale, et quand elles se disent, à juste titre, qu'il faut essayer d'utiliser l'intelligence collective de leur équipe, la diversité des points de vue, ce qui est absolument juste, ce qu'elles font en général, c'est qu'elles disent mettons-nous ensemble et parlons-en. Et ça, malheureusement, ça ne va pas nécessairement réduire le bruit, ça risque même de l'amplifier à cause de ces effets de cascade, de ces effets de contamination du jugement des uns par celui des autres. Si le premier qui parle dit il est génial. Exactement. En fonction de qui parle après, ça peut changer tout, effectivement. Vous exprimez aussi l'idée que il vaut mieux partir sur des jugements relatifs plutôt que des mesures absolues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une chose très simple. Je reprends mon exemple des copies. Si la moyenne de vos notes est de 14 et la moyenne des miennes est de 12, on n'est pas d'accord sur les notes qu'on donne à nos copies en général. Mais en revanche, il est possible qu'on soit d'accord sur le fait que la copie d'Anna est meilleure que celle de Béatrice. Et que celle de Béatrice est meilleure que celle de Charlotte, et ainsi de suite. Donc, si on doit faire des comparaisons, on a généralement moins de bruit dans les comparaisons que dans des notes absolues. On le voit d'ailleurs sur des choses très simples. Si je vous demande,
d'évaluer la longueur de votre stylo en centimètres, je vous mets un stylo sous le nez et je vous demande combien de centimètres il fait, vous allez certainement vous tromper. Si je vous demande de dire, voilà un stylo et un crayon, lequel des deux est le plus long que l'autre, ça va vous paraître totalement évident et vous allez me regarder comme si j'étais fou de vous poser une question aussi facile. On trouve tous que c'est beaucoup plus facile de comparer que d'évaluer. Et pourtant, la plupart de nos systèmes d'évaluation, de notation, ne sont pas relatifs, ils sont absolus. C'est-à-dire qu'on va nous dire, dans une entreprise, est-ce que la performance de Charlotte est excellente, bonne, moyenne ou insuffisante? Et qu'est-ce que ça veut dire excellente ou bonne? Peut-être que votre définition d'excellente est très différente de la mienne. Évaluer la performance dans les entreprises, c'est un casse-tête sans nom. C'est un casse-tête dans lequel il y a une quantité de bruit absolument stupéfiante. En gros, on évalue, en recoupant différentes études, que à peu près 3/4 de la variance dans les évaluations de performance sont du bruit. Il n'y a qu'un quart de la note de performance que vous allez avoir dans votre entreprise à la fin de l'année qui a un rapport avec ce que vous avez réellement fait. Le reste, c'est du bruit. Ça donne beaucoup de subtilité à l'entretien annuel obligatoire à faire avec tout le monde. Dans tout ça, comment on traite l'intuition, le gut feeling, le truc où c'est... Mais c'est mes tripes, là. C'est mes tripes. J'y crois. Alors, d'abord, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il y a beaucoup de choses où la variabilité n'est pas un problème et où vos tripes ont le droit de s'exprimer, et c'est très bien. Quand on parle d'une question de goût, vous avez le droit d'avoir un avis différent du mien, c'est même très bien. Personne ne voudrait vivre dans un monde où tout le monde aurait exactement les mêmes goûts. Donc il y aurait un bruit positif, alors? On n'appellerait pas ça un bruit, parce que justement, ça serait une variabilité positive, et nous, on a choisi de définir le bruit comme la variabilité indésirable. Okay. Et il y a des tas de situations où la variabilité est désirable. Sur une question de goût, il n'y a pas de bruit, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse normative, la variabilité n'est pas indésirable. Sur une question où il s'agit d'innover, il s'agit d'être créatif, on veut qu'il y ait de la divergence. On veut que si 100 équipes dans le monde se mettent au travail en 2020 pour trouver un vaccin contre le Covid-19, on veut qu'il y en ait qui disent « moi je suis sûr qu'il faut un virus atténué » et d'autres qui disent « moi je suis certain qu'il faut utiliser de l'ARN messager ». Et c'est comme ça qu'on va voir au bout du compte ce qui fonctionne. Et le fait qu'il y ait une compétition entre des approches différentes est très vertueux. Quand vous êtes dans le même genre sur un marché et que vous avez des gens qui disent « je vends cette action parce que je pense qu'elle vaut moins cher que le prix qu'elle coûte aujourd'hui et que sa cote va baisser », et que quelqu'un en face achète, la personne qui achète forcément a un jugement différent de la personne qui vend. C'est les désaccords qui font les marchés. Donc là aussi, le désaccord n'est pas un problème, c'est pas du bruit, c'est même une nécessité, sinon il n'y aurait pas d'échange possible. Donc il y a des tas de situations où votre personnalité, votre intuition, votre gut feeling, votre jugement, vous l'appelez comme vous voulez, sont les bienvenus. Et on est ravis que vous les exprimiez, et c'est ce qui fonctionne, et c'est ce qui va permettre d'avoir des marchés qui fonctionnent, des innovations, des goûts qui sont différents, il n'y a pas de problème. Là où on a un problème, c'est quand on voudrait que les jugements soient identiques, quand on voudrait de l'homogénéité, quand on voudrait de l'uniformité. Personne ne souhaite que la justice soit rendue au nom de l'intuition d'un juge qui est très différente de ce qu'aurait été l'intuition d'un autre juge. Non, mais il y a la notion d'intime conviction. La notion d'intime conviction, elle va se forger chez chacun des membres d'un jury, et normalement, on a une décision collégiale de ce jury. Donc déjà, on atténue un petit peu le bruit. Par ailleurs, l'intime conviction, normalement, elle se forme à l'issue d'un processus, à l'issue d'une procédure où on a été exposé à des informations, où on a entendu les différentes parties s'exprimer. Donc on a un certain nombre de garde-fous contre l'intuition initiale des gens. Pas du tout que le processus soit parfait, il l'est malheureusement pas, il n'y a pas de processus parfait, mais comparez ça avec la manière dont on décide dans la plupart des entreprises. Quand on dit « j'utilise mon intuition pour prendre cette décision », on l'utilise en général au début d'un processus, et non pas à la fin. Si votre intuition arrive en bout de course, comme l'intime conviction du juré qui en son âme et conscience va décider que le prévenu est coupable ou non coupable, j'ai pas de problème avec ça, c'est même la seule manière dont vous allez pouvoir aller de l'avant. Votre intime conviction, votre intuition, votre gut feeling, une fois qu'elle a été informée par l'ensemble des données du problème, par une structuration de la décision, par une évaluation
on a pris quelques exemples de méthodes d'hygiène de la décision, donc une structuration du problème, une moyennisation des jugements de différentes personnes sur les différentes composantes du problème, une évaluation indépendante des différentes dimensions du problème. Une fois que vous avez entendu tout ça et que vous l'avez soigneusement pesé, faites-vous une intime conviction, super. L'intuition n'est pas bonne conseillère quand elle vient au début de votre jugement, parce qu'elle va vous empêcher d'être attentif à des choses qui pourraient vous contredire, c'est le biais de confirmation, parce qu'elle va vous faire pondérer différemment les informations qui confirment votre intuition et celles qui pourraient l'infirmer, et donc il faut se méfier de ce gut feeling initial. Il faut se méfier de l'intuition trop tôt. L'intuition, au bout du processus, on n'a rien contre. Pour tous ceux qui nous écoutent, 12 hommes en colère. C'est un film, c'est une référence, et sur l'intime conviction, justement, c'est hyper intéressant. Donc, alors, sur 12 hommes en colère, Pierre, on me parle souvent de 12 hommes en colère à propos d'intime conviction et à propos de processus de décision. 3 idées sur 12 hommes en colère, parce qu'on me parle souvent de ce film, et il est formidable. Première idée, 12 hommes en colère, c'est d'abord un processus de décision. Oui, complètement. S'il y a 12 hommes en colère, c'est bien parce qu'il y a 12 hommes, donc on a décidé qu'il y avait un jury et une décision collégiale. C'est bien, et c'est pour ça qu'il y en a 12. Et s'ils sont en colère, c'est parce qu'il faut qu'ils soient unanimes. Donc on a une règle de décision qui a été fixée à l'avance. Donc déjà, si vous avez un processus de décision aussi discipliné que celui-là, vous avez fait une grande étape d'hygiène de la décision. Donc, pour la petite histoire, c'est 12 juges donc, 12 jurés, qui jugent un cas d'homicide. Voilà. Et il y en a un qui n'est pas d'accord. Henri Fonda, qui n'est pas d'accord avec les 11 autres. Hein. Donc, première idée, on me parle toujours de cet exemple comme un éloge de l'intuition. Il faut y voir d'abord un éloge du processus, un éloge de la méthode de décision, parce que s'il n'y avait pas de méthode de décision, il n'y aurait pas de film. Et si vous ça aurait été dommage. Et si vous étiez dans une entreprise, et avec un comité de direction de 12 personnes, vous auriez un patron qui dirait « Bon, ça me paraît évident, cette décision, tout le monde est d'accord ». Il y en aurait 10 qui hocheraient la tête, le 12e qui dirait « Ouais, moi je suis pas sûr », les 10 autres le fusilleraient du regard, et ça serait terminé. Donc, d'abord, c'est un processus. Ensuite, si on en fait un film, c'est parce que, malheureusement, c'est très inhabituel. La probabilité que dans un groupe délibératif comme celui-là, une personne arrive à retourner un à un les 11 autres est voisine de 0. Et c'est pour ça que c'est un film extraordinaire qui dure 1h30 et qu'on en parle encore des années plus tard et que c'est un rôle extraordinaire pour Henri Fonda. Donc ne prenons pas pour une généralité et pour un éloge de la capacité d'un homme à tenir tête à tout le monde, ce qui est en réalité un rappel du fait que c'est extraordinairement rare que ça se produise. Et troisième chose sur laquelle j'attire votre attention, quand on regarde ce film et qu'on parle d'intuition et d'intime conviction, on s'identifie tous au 12e homme. On pense tous que si on avait été dans cette situation, on aurait été Henri Fonda. Mais il y en a 11 sur 12 d'entre nous qui auraient été un des 11 autres. Donc, avant de dire que c'est l'éloge de la capacité d'un homme à tenir tête au système et de s'identifier avec cet homme, rappelons-nous qu'on aurait eu dans cette situation-là 11 chances sur 12 d'être un des 11 qui sont dans l'erreur. C'est avant tout une leçon d'humilité. C'est frappant d'ailleurs que ce film qui devrait être une leçon d'humilité parce qu'on a 11 chances sur 12 d'être un des 11 qui se trompent, soit vécu par tous ceux qui l'ont vu et qui s'en souviennent des années plus tard comme une leçon de persévérance et comme un encouragement à tenir tête à tout le monde quand ils sont en minorité. C'est paradoxal. En synthèse, pour cette fameuse hygiène de la décision, on structure les jugements, on crée des jugements intermédiaires si possible, on agrège des jugements indépendants, on fait des jugements relatifs plutôt qu'une mesure absolue, et on garde pour la fin l'intuition. J'ai bien résumé ? Absolument, on garde son intuition pour la fin parce qu'on aura besoin de son intuition pour aller de l'avant, et parce que c'est un point un petit peu compliqué, mais la manière dont on a tendance à décider quand on commence par l'intuition va rendre la décision plus facile. Si je me dis, quand je vois rentrer un candidat, « Ah, il est formidable, je sens tout de suite que c'est l'homme de la situation », et bien en fait, ça va grandement me faciliter la décision, parce que je vais lui poser des questions faciles pendant l'entretien, et il va y répondre avec brio. Et d'ailleurs, je vais très vite... Ou si on est déçu, on est très déçu. Et donc, ça va aller dans l'autre sens.
Alors, si on est déçu, on peut être très déçu et ça va aller dans l'autre sens, mais il faut vraiment qu'on soit très déçu pour être retourné après avoir formé une première impression favorable et inversement. En fait, souvent, notre première impression va être confirmée. Si, à contrario, j'ai un processus de décision structuré et que sur chacun de mes candidats, j'ai des notes qui sont données par différents intervieweurs dans différents entretiens, j'ai une évaluation sur la base d'un test de compétences, j'ai des références qui sont prises, etc. En fait, je vais avoir des tableaux contrastés. Je ne vais pas avoir de candidat parfait, parce que malheureusement, ça n'existe pas. La réalité va s'avérer plus compliquée que la version simplifiée de la réalité qu'on avait tendance à se fabriquer quand on laissait son intuition dicter le processus. La valeur de l'intuition, en réalité, la raison pour laquelle on y est tellement attaché, c'est pas qu'elle nous permet de prendre des meilleures décisions, c'est qu'elle nous permet de rendre la décision plus facile. Décider, c'est dur, parce que la réalité est compliquée, parce que les informations sont contradictoires. En utilisant notre intuition en début de processus, on s'évite de faire face à cette complexité, on s'évite de faire face à la réalité du fait que les informations sont contradictoires. Et donc, quand on va se priver de l'intuition au début, et qu'on va regarder en face la réalité de la complexité des choix qu'on a à faire, on va se retrouver avec des tableaux contrastés. On va dire, ce candidat, il est super sur l'expérience, mais je ne suis pas certain du fit avec la culture de l'entreprise. Cette candidate, elle a un peu moins d'expérience, mais elle est beaucoup plus motivée, elle est beaucoup plus forte là-dessus. Et c'est là qu'on va avoir besoin d'utiliser son intuition pour se dire, au fond, étant donné ces données contrastées et compliquées, voilà celle qu'on va choisir. Il y a plusieurs exemples dans le livre d'illustration de ça. Il y a le cas de Julie, notamment. Alors, il y a la Julie 1.0, puis la Julie 2.0, etc. Enfin, je vous laisserai... exemples amusants, oui. Voilà, on n'a pas le temps de tout voir. Ma dernière question, avant d'arriver aux 7 dernières questions de la colle, c'est au regard de tout ce travail, au regard de cette compréhension-là, vous qui enseignez la stratégie d'entreprise. La stratégie d'entreprise, c'est beaucoup d'analyse, beaucoup d'évaluation, donc potentiellement beaucoup d'erreurs, de jugement. Est-ce que comment vous voyez reporter ça dans les méthodologies de stratégie d'entreprise ? Vaste question, parce que le champ de la stratégie d'entreprise qui consiste à appliquer la psychologie comportementale et l'économie comportementale à les décisions stratégiques est un champ dans lequel il y a des centaines de chercheurs dans le monde qui travaillent. On appelle ça behavioral strategy, stratégie comportementaliste. En fait, l'idée centrale est de dire que la décision stratégique n'est pas, contrairement au cliché, le résultat d'une série d'analyses, comme vous le disiez, en tout cas n'est pas seulement ça. Ouais. C'est une décision basée sur des jugements prise par des hommes et des femmes qui sont des humains, qui ont leurs biais, qui ont leurs bruits, qui font leurs erreurs, et qu'il faut essayer donc de rendre la décision aussi robuste que possible aux erreurs de ces humains. En fait, si vous appliquez ce raisonnement-là à la décision stratégique, comme à toutes les décisions, mais c'est encore plus vrai pour les décisions stratégiques, vous allez vous demander non pas comment est-ce que moi, PDG, je fais en sorte de prendre des meilleures décisions stratégiques, vous allez vous demander comment est-ce que je mets en place une manière de prendre les décisions stratégiques dans cette entreprise, dans ce conseil d'administration, dans cette équipe de direction, qui va la rendre moins sensible, moins influençable par les biais des uns et des autres, à commencer par les miens. C'est-à-dire que vous allez vous dire, et ça demande une forme d'humilité ou une forme de distance par rapport à soi-même, vous allez vous dire, je suis la patronne de cette entreprise, je suis formidable, sinon je ne serais pas là, mais je ne suis pas parfaite. Je suis un être humain, j'ai des biais, j'ai du bruit, et donc j'ai besoin de m'appuyer sur l'intelligence de mon organisation, de m'appuyer sur de la méthode et de m'appuyer sur des choses qui vont me permettre de limiter la sensibilité de ces décisions à mes propres limites. Et donc on retombe sur cette notion d'hygiène de la décision à appliquer, y compris sur la décision stratégique. Ok. Olivier, c'est passionnant tout ça. Je le dis, je le redis, mais j'ai passé vraiment un vrai bon moment à lire Noise. Il y en a un autre qui s'appelle Vous allez commettre une terrible erreur, voilà, que je recommande aussi à tout le monde.
Ça y est, on y arrive. Avant ça, tiens, si on veut vous contacter, LinkedIn, c'est le bon. LinkedIn, c'est le plus facile. Ouais. Ok, ça c'est noté. Dites-nous, Olivier, quel est votre mot préféré? Amour. Ça a le mérite d'être joli. C'est pas original, mais c'est joli. Le mot que vous détestez? Erreur. Ben oui, on vient d'en parler pendant un bon moment, effectivement. Voilà. Alors, le son ou le bruit plutôt que vous aimez? Le bruit de mon piano. Ah, d'accord. Et je dis le bruit parce que je suis pas un si bon pianiste que ça. Donc, je devrais dire la musique de mon piano, mais je compatis à ceux qui peuvent vivre avec vous. Le bruit que vous détestez? Les portes qui se ferment. Qui se ferment ou qui se claquent? Qui se ferment. Oui, j'aime pas les portes qui se ferment. Il faut savoir ouvrir le champ des possibles. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Mazette. Ok, ça vient du sud. Ça vient d'où vous voulez. La citation que vous auriez aimé avoir prononcée? L'intuition n'est le plus souvent qu'une réminiscence. L'intuition n'est le plus souvent qu'une réminiscence. On l'attribue à Napoléon et j'ai jamais pu trouver où Napoléon l'aurait prononcé. On attribue pas mal de trucs à Napoléon. Ok, l'intuition n'est qu'une réminiscence. Ok, joli, j'aime. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Surprise. Ah ben, on restera là-dessus. Olivier, un grand merci pour tout le temps que vous m'avez consacré, que vous nous avez consacré. Les prochaines recherches, c'est quoi? On continue à faire quelques recherches sur le bruit et comment le réduire avec Daniel Kahneman. Les différents, parce on a parlé des manières de le réduire, mais Danny dit souvent que s'il n'avait pas 87 ans aujourd'hui, on aurait attendu 10 ans pour publier ce livre, parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas encore. Et donc, en particulier sur toutes les techniques de réduction du bruit, lesquelles fonctionnent le mieux, dans quelles circonstances, dans quelles proportions, comment est-ce qu'il faut les combiner, etc. Il y a encore des tas de choses à découvrir. Une des choses qu'on espère, c'est qu'on va donner des idées de recherche à plein de chercheurs, et en plus de donner des idées de pratique à plein de managers. Eh bien voilà, un avenir prometteur donc. Olivier, un grand merci, et puis à très bientôt pour le prochain opus alors. Merci à vous, en tout cas, c'était un plaisir. Bye bye. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.